Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à suivre les aventures du de Havilland vampire français, mais aussi du SNKZ Mistral et Aquilon. En effet, notre ami Olivier avait fait une vidéo dernièrement sur le vampire. Il était donc naturel de revenir sur le sujet, mais pour évoquer sa belle carrière en France, car le vampire, le Mistral et l'Aquilon ont écrit une magnifique page sur l'histoire de l'aviation française. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors je ne reviens pas sur l'histoire du vampire, car Olivier a très bien traité le sujet. La France reçoit d'abord des vampires Mark I et des vampires FB5 d'occasion, livrés à partir de décembre 1948, auxquels s'ajoutent 67 autres vampires assemblés localement par la SNKZ à partir de pièces fournies par le Royaume-Uni et 120 autres entièrement construits localement avec des réacteurs Goblins fabriqués par Hispano-Suiza. Ces 187 avions sont fabriqués entre 1950 et 1954. Le premier vol d'un vampire complètement construit en France a lieu le 21 décembre 1950, puis la SNKZ développe une version spécifique désignée Mistral, propulsée par un réacteur Rolls-Royce NEM fabriqué sous licence Hispano-Suiza. Le premier vol du SE 530 Mistral a lieu le 1er avril 1951. Deux autres versions sont produites entre 1951 et 1954. 94 exemplaires du SE 532 avec un réacteur NEM 102B et 150 exemplaires du SE 535 avec un réacteur NEM 104 et un siège éjectable, qui est par la suite installé également sur le SE 532. Ainsi, l'armée de l'air se modernise et rentre dans l'ère de la réaction, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, grâce à ce petit avion. En effet, le Vampire devient le cheval de bataille de la chasse française. Une bonne partie des escadres, la 2, la 3, la 4, la 10 et la 20, vont être équipées du Vampire. Puis quelques unités verseront les Vampires au profit des Mistral, cela concerne la 5e escadre de chasse et la 7. Les unités qui sont déployées en Algérie viendront avec, et ce dernier va montrer de bonnes qualités militaires. Malgré l'absence d'une aviation ennemie, donc de faire de la chasse pure, ils vont obtenir de bons résultats dans un travail d'appui-feu au profit des troupes terrestres. Deux unités ne seront équipées que du Mistral, cela concerne la 6 et la 8e escadre de chasse. Vous pouvez ici admirer un Mistral de la SPA 96, car on aperçoit très bien le buste de Gaulois, un signe de la SPA 96. Le 1-6 Orani était basé à Tel Arqma en Algérie, alors que le 2-6 Normandie-Yémen, lui, était à La Senia, aussi en Algérie. J'en parlerai un peu plus loin. À la Libération, l'aviation française n'avait pas grand-chose à proposer comme avion à réaction. Peu de projets et surtout pas de moteur. Les constructeurs, presque tous nationalisés, travaillaient d'arrache-pied pour mettre au point un nouveau moteur et un nouvel appareil. Mais cela ne donnera des résultats que quelques années plus tard. Et en attendant, il fallait équiper l'aviation française d'appareils performants, importés ou si possible construits sous licence. Le premier avion furent les Gloster Meteor. Je pourrais faire une vidéo sur eux si vous le souhaitez, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Les Météores furent utilisés en Algérie comme chasseurs de nuit, mais cela est une autre histoire. Les premiers chasseurs livrés en série à la France, les DH-100 Vampire, seront les premiers jets à équiper notre aviation militaire en grande quantité. Pour la construction sous licence, la SNKZ va se voir confier la fabrication d'appareils sous licence sur son site de Marignane. Alors SNKZ, je vous rappelle, Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Est. De nombreuses variantes furent réalisées et plusieurs furent utilisées par la France. Les livraisons se font entre 1948 et 1950, puis par la suite, la SNKZ construit ses appareils sous licence sous le nom de Mistral, comme je vous l'ai déjà évoqué. La France, en ce qui concerne les vampires, va avoir 30 appareils prêtés, puis 90 appareils vont être livrés en vol directement par la Royal Air Force, 67 seront construits en France, mais avec des pièces détachées britanniques, comme je l'ai évoqué tout au début, et 120 entièrement fabriqués en France, comme je l'ai évoqué aussi au début. Les 251 Mistral furent eux entièrement construits en France. La dernière tranche de construction de ces appareils fut terminée que fin 1953. À la demande du ministère de l'Air, le bureau d'études avait étudié le remplacement du réacteur Goblin par un Rolls-Royce NEM 102 fabriqué sous licence. Le SE 535 Mistral était plus qu'une version construite sous licence du Vampire. La SNKZ a adapté la cellule du DH100 à un turboréacteur hispano-suiza NEM disposant d'une poussée de 80% supérieure. Oui, oui, je vous entendez bien. 80% supérieure. Alors ça impose quelques modifications aérodynamiques par rapport à l'avion d'origine, vous en doutez bien, comme des modifications sur les entrées d'air, de nombreuses autres modifications ou ce qu'on va appeler des francisations qui furent apportées sur cet appareil.
Le poste de pilotage classique avec un horizon artificiel, vous voyez je l'ai entouré en rouge, un variomètre, c'est la vitesse de montée et de descente, un altimètre, une bille, un viseur en vert, un sélecteur de tir aussi en vert, une boussole. Bon, tout ce qui est classique dans un avion, vous me direz. Et vous pouvez voir que la version française passe aussi dans le cockpit où certains panneaux sont écrits en français. Comme là, voilà, pression cabine ouverte avant d'ouvrir le toit. Le manche à balai, avec ses multiples commandes, je vous rassure, hein, il y a beaucoup plus de fonctions sur un manche à balai d'un Rafale. Hein. Mais déjà à l'époque, il y avait plusieurs fonctions sur le manche à balai, comme la poignée de gaz de frein, la commande de parking frein, l'alterne radio, c'est pour parler à la radio tout simplement, la détente canon, sécurité de tir, etc. Le siège éjectable, j'ai voulu vous partager avec vous certains passages du manuel du pilote du Mistral 5, appareil définitif de la version avec le siège éjectable le SNCaso type E86-2 et le E86-23. Ce type de siège fut le premier installé sur des appareils de construction mais pas de conception française. Et c'est avec cet appareil et ce type de siège que Jean Boulet, le pilote d'essai, fut sauvé lors d'un incident en vol sur le prototype. Vous pouvez voir ici le siège éjectable vu de haut et surtout sa poignée d'éjection. Lors de l'éjection, un tissu vient protéger le visage du pilote comme vous pouvez voir sur cette image. Les caractéristiques. Vous voyez ici les plans 3 vues du Mistral et le plan 3 vues du Vampire. Ainsi, vous pouvez faire la comparaison. Les différences sont bien visibles, en particulier au niveau des entrées d'air et au ventre du fuselage. On constate surtout que le Mistral monte plus haut, 13 400 mètres, en seulement 11 minutes 20, plus rapide, 915 km/h, et son réacteur, comme je disais tout à l'heure, il développe 2270 kg de poussée. Le De Havilland DH-100 Vampire fut le premier avion à réaction acquis par l'armée de l'air, commandé en 1948. Il équipe tout d'abord le centre de transformation sur avion à réaction à Mont-de-Marsan, le 5 dont le personnel assura le convoyage et la réception des premiers jets de l'armée de l'air. Le 1er octobre 1949, la deuxième escadre de chasse perçoit sa nouvelle monture, le Vampire. Adieu les chasseurs à hélice, adieu les Spit, adieu les F-47. Alors pourquoi je dis F-47? Car depuis 1948, le P de poursuite est remplacé par le F de Fighter. J'en avais déjà parlé quand j'avais fait la vidéo sur le F-80. Alors, les Spit et les F-47 quittent les escadres de chasse et ils sont remplacés par le Vampire, et celui-ci donnera fin en 1953 pour certains, quand il sera remplacé par le Dassault Ouragan. À ce sujet, je vous invite à visionner la vidéo sur l'Ouragan et d'acheter mon livre sur l'Ouragan. L'armement. L'armement fixe des Mistral comprend 4 canons Hispano M50 de 20 mm, cadence de tir 650 à 700 coups minute. Logés sous le plancher de l'habitacle, vous pouvez voir ici les sorties. Ils sont alimentés par bande de 150 cartouches par arme. Ces cartouches sont contenues dans 4 boîtes à munitions logées dans 2 coffres derrière la cabine. Le réarmement s'effectue à la main et au sol uniquement. Vous pouvez admirer le schéma d'implantation des 4 canons. Ce dessin est extrait de 2 magnifiques livres sur le Vampire et le Mistral que je vous parlerai à la fin. Je vous donnerai les références. Et je vous invite vraiment à l'acheter parce que ces livres sont très très bien faits. Alors j'ai aucune action dans ces livres, mais je les ai et je trouve vraiment qu'ils sont très très bien. Alors le déclenchement de tir est électrique et commandé par un bouton situé sur le manche. La sortie de la roulette de nez coupe automatiquement le circuit de mise à feu. Sur les Vampires et les premiers Mistral, le pilote pouvait utiliser ses armes par paire ou tous ensemble. Avec la modification du manche, cette possibilité avait disparu. Divers points d'accrochage ont été prévus sous les ailes, à l'intérieur du train, pour 4 lance-roquettes. Sur Mistral, c'était des Matra modèle FB Mk8 type 15, permettant l'emport par paire de 8 roquettes air-sol à obus explosifs à charge creuse. Sous les ailes, à l'extérieur du train, pour 2 réservoirs largables de 454 litres chacun, ou bien 2 bombes d'un poids maximum de 450 kg chacune. Sur Mistral, lance-bombes EMEF Mk1, et les bombes étaient remplacées parfois par des bidons spéciaux. En outre, 2 lance-roquettes M48 peuvent être montées à l'emplacement des réservoirs largables, portant le nombre total de roquettes à 16. Mais
il semble que ce dernier montage ne fut que très rarement ou pas du tout utilisé en escadre. Les roquettes peuvent être tirées par salve ou par paire. Ce dessin que vous voyez encore ici est extrait du livre sur le Vampire et le Mistral que je vous présenterai à la fin. C'est le même que celui que je vous ai parlé quelque temps un petit peu avant. Alors si vous aimez vraiment le Mistral et le Vampire, vous devez vous procurer ces deux livres. J'y tiens. Dans les unités de l'armée de l'air, la chasse française, au 9 mai 1945, c'est 18 escadrons de chasse, un seul sur avion français, puisque 6 sont sur P-47, 7 sur Spitfire, 3 sur P-39, 1 sur Yak 3, le Normandie-Niemen, et 1 sur Dewotyn 520. Donc l'avion est quand même, même pour l'escadre française, il est dépassé quand même. Hein. La chasse française, au 1er juin 1950, elle a 16 escadrons de chasse, et 9 de ces escadrons sont sur Vampire et 7 sont sur avion hélice. Alors, les 7, c'est souvent des unités qui sont en Indochine. La chance française, le 1er avril 1952, elle a 19 unités de chasseurs, 74% sur réacteur, 53% sur Vampire et 21% sur F-84. La chance française, le 1er août 1954, 29 unités, 8 sur Ouragan, 10 sur F-84, 8 sur Mistral, 2 sur Météor et 1 sur F-47 en Indochine, puisque le 1er août 54, c'est la fin de l'Indochine et il reste encore une unité, mais qui allait bientôt rentrer. Ici, vous avez tous les insignes où le Vampire et le Mistral ont volé dans l'armée de l'air et le centre d'essai en vol. La deuxième escadre de chasse perçoit les Vampires le 1er octobre 1949. Ils sont retirés du service en juin 1953, ils seront remplacés par l'Ouragan. Alors, pour les identifier, suivant l'unité, il faut regarder le chiffre et la lettre après le trait d'union. En effet, la lettre en premier est la variable, ça va de A à Z. Si vous voyez -5A, alors il appartient au 1-2 Cigogne. Pour le 2 de Côte d'Or, c'est -DU, la première lettre, pareil, variable de A à Z. Le 3-2 apportait aussi le nom Côte d'Or, il avait aussi l'immatriculation -DU. Cependant, quand il va passer 3-2 Alsace, alors l'immatriculation est -NL. Le 4-2 Coq gaulois est reconnaissable, lui, à son immatriculation -2C. La troisième escadre, d'octobre 1950 au 29 mars 1951, ici le 1-3 Navarre, -3N pour le reconnaître. La quatrième escadre, d'octobre 49 à 1953, et le 1-4 Dauphiné, on le reconnaît au -4D. Ici, toujours un Dauphiné. Pour le Lafayette, -4L, qui deviendra ensuite 4-L jusqu'à Z, ici pour le dessin LK. Et en plus, quelquefois, l'insigne de l'unité est dessiné sur le nez, mais pas dans toutes les unités. Hein. Le 3-4 Flandre, -4F, puis deviendra 4-U, avec la variable de A à Z. Et le 4-4 Ardennes, et oui, l'escadron Ardennes a été aussi à la 4. Donc il est identifiable par -4A. De 1950 à 1954, la 5e escadre a volé sur 2 avions de Vampire, puis de 1954 à 1956 sur le Mistral. Alors le 1-5 Vendée, on le reconnaît au -5N, puis après 5-N. L'escadron va voler sur Vampire, puis Mistral, il passera ensuite sur Mystère 2. Mais ça, c'est une autre affaire. Le 2-5 Île-de-France, -5O, 5O, excusez-moi, puis deviendra 5-OX, alors sur Vampire, Mistral, et passera lui aussi sur Mystère 2 comme relève. Et toujours ici l'Île-de-France. Le 3-5 Comtat Vénessin, 5-W, et la lettre variable de A à Z, pour les aéronefs, comme pour les deux autres escadrons de la 5e escadre, ils vont voler sur Vampire, Mistral, puis Mystère 2 ensuite. La 6e escadre est équipée du SE-535 Mistral du 1er octobre 1952 au 28 octobre 1960. Alors pour les reconnaître, le 1-6 Oranie, alors XV-6, puis 6-V et la variable de A à Z. Le 2-6 Normandie-Niemen, XQ-6,
alors le X c'est la variable, hein, mais aussi X6Q, suivant si vous regardez l'avion qui passe devant vous de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Puis ensuite, ça sera 6-QX. Alors, X c'est la variable, hein. La 7e escadre, donc du 17 novembre 1951 à 1952, sera sur Vampire, puis passera de Mistral de 52 à 61. La 7 a été reconstituée sur le terrain de Bisser Sidi Ramen en Tunisie le 17 novembre 51. Elle est alors composée du 1-7 Provence, 2-7 Nice, et elle fait un grand bond car son successeur du Mistral sera le Mystère 4. Le 1-7 Provence, pour le reconnaître, toujours pareil. Alors au début, ils avaient que la première lettre d'indicatif. Et ensuite, ils ont eu 7-B. Et la variable d'ajustement, hein, de A à Z, donc 7BD là, ou 7BN par exemple. Le 2-7 Nice, 7-C, et la dernière lettre toujours la variable. Le 2-7 a aussi porté juste une lettre qui correspond à la dernière lettre de l'indicatif. Et l'état-major de la 7e escadre a eu ses propres avions, on le reconnaît avec l'insigne de la 7 et de la dernière lettre de l'immatriculation. La 8e escadre, elle, va voler du 1er août 55 à 1959 sur Mistral. Ici, pour reconnaître les insignes, 8-P pour le 1-8 Maghreb. Le 8QJ pour le 2-8. Et la 10e escadre que vous voyez ici. Alors, pourquoi 17? Parce que les réservistes sur Vampire ont appartenu au 2-17 Valois, qui était rattaché à la 10e escadre. D'accord? Donc là, on voit 17-X, et l'autre variable, c'est la lettre T, pour le dessin. Donc il y a eu aussi des 17-L et des 17-X. Alors les L, il y en a eu aussi. En ce qui concerne la 10e escadre, donc le indice Parisie a eu 10-L et la variable ajustement, hein, de A à Z, puis ensuite sera remplacée par le Mystère 2. Donc elle aussi va faire un grand bond. La 20e escadre, elle, quant à elle, elle va avoir de juillet 60 à février 62 et elle sera remplacée par les Skyraider. Alors, toujours la 20e escadre, donc le 1-20 Ores Nemenentela est sur Mistral au départ, puis passera sur AK Skyraider. Donc c'est le 20-L et la variable d'ajustement. Les écoles de l'armée de l'air. L'école de l'air va utiliser le Mistral de 1954 à 1958, mais attention, cet avion n'est pas destiné aux élèves. Cet appareil est utilisé pour maintenir les qualifications opérationnelles des moniteurs. En ce qui concerne l'école de chasse Christian Martel, elle voit le jour en janvier 1947 à Meknès, au Maroc. Elle existait déjà, hein, c'est juste le nom qui change, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc l'école de chasse voit le jour, Christian Martel, avec 5 escadrons sur différents types d'aéronefs. Il faut attendre 1951 pour voir arriver les premiers avions à réaction, c'est-à-dire les T-33, à l'école de chasse. 2 ans plus tard, en juillet 1953, le DH-100 Vampire vient contribuer à son tour à la formation des pilotes de chasse et le 1000e brevet est célébré le 31 octobre 1953. À la fin de 1953, ils prennent chacun un nom de baptême, surtout d'as de la Seconde Guerre mondiale. Le premier escadron équipé de T-33 adopte celui de Jean-Marie Dor. Les 4 autres escadrons équipés du DH-100 Vampire prennent respectivement les noms de Henri Jandet, Henri Arnaud, Marin Lamellé et Marcel Lefebvre. Ce dernier escadron, volant sur T-33 et Vampire, est chargé de la formation des moniteurs et de l'entraînement des cadres de l'école. Les ouragans s'intègrent à la flotte en début 57 et les vampires quittent en 1959 l'école de chasse. Vous pouvez ici admirer le profil de M. Patrice Gobert. Vous pouvez aussi ainsi voir que certains vampires ont été peints en kaki sur le dessus, ce qui lui donne un côté un peu guerrier, même si là il est en école. Le centre d'essai en vol a vocation d'essayer tous les avions qui vont servir dans nos armées, mais pas que. Mais restons sur l'armée. La fiche technique de référence du Vampire Mk5 est réalisée à partir de vols d'essai sur le VV723 que vous voyez ici en photo. Le but était la perspective d'une remotorisation avec un réacteur NEM. De plus, la réception officielle des Vampires s'effectue au CEV. Le rôle du CEV n'est pas juste la traduction du dossier technique en anglais,
mais c'est de valider les paramètres de la cellule, du réacteur, de chaque équipement. Tout doit être vérifié méticuleusement. C'est aussi le CEV qui limite la charte de vol. Et le CEV va avoir des Vampires Mark V et des Mistral. Le CEV va aussi prendre en compte des avions télépilotés, c'est-à-dire des sortes de drones si vous préférez. Le Centre interarmé d'essais et d'engins spéciaux 343 a pour but, le rôle premier de ce centre, est le développement des missiles balistiques pour les forces de dissuasion nucléaire françaises. Ils ont eu des Mistral de servitude dès le mois de mai 1955, mais aussi le centre reçoit des avions cibles, Vampire Mark V, entre autres. Cette entité va utiliser des SNKE Mistral, atomiques, télépilotés, alors il s'appelle Atomique, hein, c'est son nom de baptême, comme vous voyez ici en photo. L'engin cible est utilisé pour le prélèvement de poussières radioactives lors des essais nucléaires dans le Sahara. Le De Havilland DH-100 Vampire Mark I, aussi télépiloté, Aramis, que vous voyez ici en photo. Un autre, téléguidé, vous voyez avec du orange, et le SNKE SA-135 Mistral, numéro 79, lui aussi télépiloté. En tout, une dizaine de Mistral téléguidés ont été utilisés afin de servir de cible radioguidée pour la mise au point des missiles RR. Les missiles tirés n'étaient pas tous à charge explosive et les avions sont dotés de bidons caméras spéciaux fixes sur les ailes. D'autres bidons fixes en bout d'aile sont équipés de dispositifs proximétriques associés à un jeu de caméra. Là, vous en voyez un autre, téléguidé, de la SDTA. SDTA, c'est la sous-direction tactique air. C'est une cellule du CEM, Centre d'essai d'aviation militaire. La guerre d'Algérie. En 1954, au début de la guerre d'Algérie, l'avion était déjà en période de remplacement par ses successeurs et sa mission principale, qui lui fut attribuée, reste l'attaque au sol. Les principales unités équipées du Mistral en Algérie étaient la 4e et la 6e escadre de chasse. La 7 était basée à Bizerte, Sidi Amen en Tunisie, et pour sa part, la 8 était basée sur la base aérienne 151 de Rabat Salé au Maroc. Ici, vous pouvez admirer un Mistral 7-BN de la 7e escadre de chasse à Tellerma. Donc si c'est 7-B, je vous laisse deviner quel est l'escadron. C'est la 8e escadre qui fut la dernière unité de chasse à voler sur ces avions, et ce jusqu'à mi-60, et jusqu'au début 61, toujours basé à Rabat au Maroc. Les bases aériennes qui en furent équipées étaient Oran-la-Seigneur, Colombe-Béchar, Bourg-Farik, Alger, Maison-Blanche et Tellerma. Ici, vous pouvez admirer un parking rempli de Mistral sur la base aérienne 151 de Rabat Salé au Maroc. Le deuxième avion, le 8PQ, est en train de faire le plein. On peut remarquer la position particulière du pompiste. Il fallait quand même une sacrée dose d'acrobatie. Dans des opérations de guérilla, la qualité première d'un avion de combat ne doit pas forcément être sa vitesse qui, plus elle est importante, interdit aux pilotes de bien observer ce qui se passe au sol. Pourtant, lors de la guerre d'Algérie, un jet à réaction a pratiquement été de tous les combats. Voici ce que disaient les actualités de l'époque. L'armée de l'air renforce, elle aussi, ses unités stationnées en Algérie. Avions légers d'observation, avions de reconnaissance et de chasse sont rassemblés à Salon de Provence pour franchir d'un seul coup d'aile la Méditerranée. Grâce à eux, l'armée de terre bénéficiera d'un appui et d'une protection de plus en plus efficaces. Le Mistral est le premier avion à réaction de l'armée de l'air française à avoir été engagé dans des actions de guerre. Pour l'époque, c'était un remarquable intercepteur,
très léger grâce à sa structure en bois entoilé. Il grimpait à 40 000 pieds, son plafond théorique, en 10 minutes. La structure bipoutre le rendait difficilement accrochable par les radars, ce qui en faisait un avion furtif bien avant le concept. À l'époque, vous allez me dire, le radar n'était pas encore au point, je vous le concède. Outre sa vitesse qui lui permettait de se rendre sur un objectif à la vitesse de 14 km à la minute dans un rayon de 1500 km. Comme je vous l'ai évoqué, sur son armement, le Mistral était doté d'une bonne puissance de feu avec 4 canons de 20 mm à percussion électrique de 150 obus chacun, soit 600 obus en tout. Il pouvait larguer des bombes de 250 à 500 kg, des bombes spéciales et emporter 4 roquettes sous chaque aile. Si le Mistral était d'une manœuvrabilité exceptionnelle en combat tournoyant, il se révélait moins performant lors de missions d'attaque au sol. Sa plateforme de tir, naturellement instable, voyait ses défauts encore aggravés par sa grande sensibilité aux turbulences près du sol. Son autonomie était très limitée, et la jonction de réservoirs supplémentaires ou de charges extérieures le métamorphosait en un veau poussif, lourd à manier. De plus, il était impossible de faire feu avec les 4 canons simultanément sans provoquer des vibrations, telles que la verrière se déverrouillait et s'envolait. Il fallut installer d'urgence un sélecteur de tir pour n'utiliser que 2 canons à la fois et bricoler un système de sécurité verrière consistant à bloquer la poignée avec une ficelle. Néanmoins, avec ses qualités et ses défauts, qui furent compensés par la hardiesse des pilotes et le génie des mécaniciens, le Mistral a rempli de multiples missions à l'interception pour lesquelles il avait été conçu, à l'appui-feu au sol et au bombardement au profit des troupes au sol. Dans cette vidéo, vous pouvez remarquer des Mistral de la 7e escadre. Stationnée sur la base aérienne 156 de Bizerte en Tunisie, la 7e escadre de chasse est une unité de défense aérienne. Elle comprend 2 escadrons, le 1-7 Provence et le 2-7 Nice. Tout comme ses sœurs stationnées en Afrique du Nord, la 6 et la 8, également équipées de Mistral, la 7 se rend régulièrement sur la base aérienne 211 de Tel Arma, près de Constantine, pour y effectuer un séjour opérationnel. Sur cette véritable plaque tournante se tiennent en alerte permanente des appareils les plus divers, Corsair de l'aéronaval, Mistral, F-47 Thunderbolt, hélicoptères, etc. Ils sont prêts à décoller à tout moment afin d'appuyer dans tout le Constantinois les troupes au sol aux prises avec les soldats du FLN. Les Mistral n'ont pas été condamnés à faire que de l'appui au sol. En effet, depuis le début de la guerre d'Algérie, plusieurs missions d'interception ont déjà été accomplies, essentiellement par le Mistral. L'espace aérien d'Afrique du Nord est l'objet d'une attention toute particulière, surtout en raison du trafic d'armes qui s'est développé au profit de la rébellion algérienne. Des appareils étrangers ravitaillent les maquis, souvent par parachutage de nuit, alors que d'autres s'éloignent de leur trajectoire, sciemment ou non. De 1955 à 1961, les Mistral de l'armée de l'air ont accompli de nombreuses missions d'appui-feu et de bombardement en Algérie, au cours duquel plusieurs pilotes ont été abattus ou blessés en plein vol. Certains de ceux qui ont réussi à s'éjecter, après avoir été touchés par des armes automatiques, ont laissé comme dernière image celle d'un parachute se fanant dans le maquis. Record, le doublé de Jacqueline Auriol. La célèbre pilote d'essai Jacqueline Auriol va battre plusieurs records du monde en circuit fermé d'abord sur Vampire en mai 1951 avec une vitesse de plus de 618 km/h. Et le 21 décembre 1952, à Istres, elle établit un record du monde de vitesse 855,92 km/h. Madame Auriol remporte un deuxième trophée Armand. Isabelle Boselli est la première femme brevetée pilote de chasse le 12 février 1946. En 1954, après quelques vols en double commande sur Vanneau, elle est lâchée seule sur F-47 Thunderbolt. Le 17 juin, elle rejoint Meknes, l'école de chasse au Maroc, pour être lâchée seule sur Vampire et T-33. En tout, elle va avoir 36h30 sur avion à réaction. De retour en France, en octobre, elle est transformée sur Mistral. C'est à bord de cet avion que Madame Boselli va battre plusieurs records au cours de l'année suivante. Le 26 janvier 1955, elle remporte le record du monde féminin de vitesse en circuit fermé de 1000 km sur le trajet Mont-de-Marsan-La Ciotat avec 746,2 km/h. Un mois plus tard, elle enlève le record du monde féminin de distance en circuit fermé Mont-de-Marsan-Oran-Mont-de-Marsan avec 1840 km. Et enfin, le 1er mars 1955, elle bat le record du monde, toute catégorie de distance en ligne droite, de Creil à Agadir avec 2331,220 km en 3h30. L'aéronaval.
L'aéronaval a utilisé des Vampires, mais aussi des versions propres comme l'Aquilon que nous allons voir. La 57S a eu des Vampires entre 53 et 61. Elle était stationnée à Kouriba, au Maroc. Et les avions étaient peints bleu marine. En 1947, la société de Havilland équipe un Vampire d'un réacteur Ghost, en remplacement du Goblin d'origine. L'amélioration des performances fit que le ministère de l'Air anglais commande aussitôt 2 protos de ce qui était alors désigné Vampire FB8. En plus du changement de réacteur, l'avion fut alors équipé d'une nouvelle aile plus fine et plus aérodynamique avec un réservoir de carburant à chaque extrémité. La partie arrière fut également modifiée avec notamment des ailerons qui dépassaient légèrement de chaque côté des dérives. Ici, vous observez un Aquilon type 20. L'Aquilon type 202, que vous voyez ici en photo, alors lorsque le prototype effectua son premier vol, le 2 décembre 1949, la décision avait été prise de ne plus considérer l'avion comme une simple version du Vampire, mais de lui donner un nouveau nom, le Venom. La puissance supplémentaire du Ghost et les améliorations aérodynamiques permettaient d'augmenter la vitesse horizontale de 150 km/h et de doubler la vitesse ascensionnelle. Les premiers avions de série sortis d'usine en 1951, le Venom FB1, entre en service mi-52 dans la Royal Air Force. C'est la première version, souffrait cependant de quelques problèmes, principalement des incendies de réacteurs et des faiblesses de la structure qui provoquaient la perte de plusieurs appareils, car l'appareil était construit en bois. Les pilotes se plaignaient également de l'absence d'un siège éjectable et de la température infernale qui régnait dans le poste de pilotage lors des déploiements dans les pays chauds. La version FB4, résolvant tous ces problèmes, réalisa son premier vol le 29 décembre 1953 et il entre en service en 1955. En parallèle, de Havilland développa de sa propre initiative une version biplace. Dès février 1953, le prototype, le NF3, fait son vol, équipé notamment d'un nouveau radar AN-APS 57, d'origine américaine. Des ailerons sont améliorés et un système d'éjection de la verrière, mais toujours pas de siège éjectable. Le réacteur Ghost 104, légèrement plus puissant que le Ghost 103 d'origine, fut également installé. Cette version fut livrée à la Royal Air Force à partir de mi-55, 2 ans après que la Suède ait reçu les exemplaires qu'elle avait commandés. En 1951, commencèrent les essais d'une version du Venom NF2 adaptée à l'emploi depuis un porte-avions, le Sid Venom. Désigné FAW-20, la première version fut produite à partir de mars 1953 et mise en service dans la Royal Navy l'année suivante. Elle fut suivie, dès avril 1954, d'une version FAW-21 reprenant les améliorations du NF3 et à partir du 100e exemplaire, des sièges éjectables. La France, qui construisait sous licence des Vampires et des Mistral depuis 1949, obtient une autre licence pour produire le Sid Venom à partir de l'été 1951. Les réacteurs étaient construits par Fiat en Italie et l'avion par la SNKZE, qui avait déjà assemblé les Vampires français sous la désignation d'Aquilon. 5 versions furent construites. L'Aquilon 20, c'est en fait des Sid Venom FAW-20, assemblés de pièces fournies par de Havilland. 3 prototypes, le 01, le 03 et le 04, avec des ailes non repliables, et 25 appareils de série numéro 1 à 25. L'Aquilon 201, 2 prototypes construits, donc le 02 et le 05, donc qui sont construits par la SNKZE, biplace pour l'entraînement et la pas de radar, numéro 1 à 25. L'Aquilon 202, première version biplace, équipée de sièges éjectables, un radar américain, l'AN/APQ-65, air conditionné, construit en France, 25 exemplaires aussi, du numéro 26 au numéro 50. L'Aquilon 203, version monoplace, avec un radar AN/APQ-94, capable de tirer des missiles RR, construit en France, 40 exemplaires, numéro 51 90. Donc vous voyez ici, c'est le numéro 77, donc c'est un Aquilon 203, puisqu'il correspond entre le 51 et le 90, pour les reconnaître. Ici, vous avez un Aquilon 203 avec les ailes repliées. L'Aquilon 204, c'est une version biplace d'entraînement sans canon, construite en France, 6 exemplaires, numéro 91 à 96, et il a un radar APQ-65, et comme je vous le disais, pas de canon. Là, vous le voyez en photo, c'est le numéro 94, et vous avez juste devant lui un Fouga Zephyr, donc CM175 Zephyr, c'est le Fouga Magister version aéronavale.
On constate une vitesse de croisière de 693 km/h à 1000 mètres et le premier Aquilon effectue son vol inaugural en octobre 1952 et l'avion est mis en service en 1954 dans la flottille 11F. À partir de fin 1963, l'Aquilon type 20 est interdit d'appontage et quitte le service opérationnel, mais restera encore utilisé 1 ou 2 ans pour l'entraînement à partir de bases terrestres. L'utilisation opérationnelle en Afrique du Nord inclura jusqu'en 1959 le déploiement âgé de 6 à 8 avions des flottilles 11F et 16F, alternativement, pour des missions de défense aérienne et d'appui sol, ainsi que les activités durant les événements de Bizerte en juillet 61. À compter de 1960, la 11F détache aussi des avions sur la base de Tel Arma à Bonn, Birska et Warkla. Chacune des flottilles était armée de 6 Aquilon 202 et 10 Aquilon 203. La France a engagé ses Aquilons pendant la guerre d'Algérie, 54-62, comme chasseurs de nuit en remplacement des Météores NF-11. Paradoxalement, il faudra attendre les essais du Clemenceau pour voir le premier appontage d'un Aquilon sur un porte-avions français, le 30 mars 1960. Le pilote était entre autres le lieutenant de vaisseau Laferrière. La carrière du chasseur embarqué de l'Aquilon s'achèvera déjà en septembre 1963. La 11F aura des types 203, elle est basée à Karouba-Bizerte dès 1955 et jusqu'à 1962. La 16F aura des types 202 et 203, elle est basée à Hyères de 1955 à 1964. La 2S, elle aura des types 20 chargés d'assurer les servitudes et les liaisons en région militaire atlantique et elle est basée à Land-Byway. La 10S, elle a des types 20, elle est basée à Saint-Raphaël, mais les Aquilons sont à Hyères. Basée sur la base aérienne d'Hyères, le centre d'expérimentation pratique et de réception de l'aéronautique navale est l'organisme spécialisé de la marine pour l'expérimentation et la variation de nouveaux matériels aéronautiques, la validation de nouveaux matériels aéronautiques et la réception et le convoyage des aéronefs de l'aéronautique navale. La 54S, elle a des types 20 et elle est basée à Hyères. La 59S, type 203 et 204, à Hyères aussi, et une section des Aquilons du QERS. Alors si vous souhaitez le faire en maquette, vous pouvez, LR en a sorti soit le Vampire, soit le Mistral, et vous pouvez, il y a d'autres marques que je ne citerai pas, que j'ai mis en dessin ici, en photo ici. Alors si vous voulez le piloter, War Thunder, FS10, etc. Alors si vous voulez le voir dans les musées, alors on peut le voir dans plusieurs musées, au musée de l'espace, à Savigny-les-Bonnes, à Albert, au musée de la chasse, un peu partout, en Belgique, en Allemagne. C'est un avion qui est très facilement visible. Alors si vous voulez le voir voler, ici c'est une photo que j'ai prise à Melun-Villaroche, à Melun-Villaroche en 2023. C'est un Vampire FB6 immatriculé Foxtrot Alpha Zulu Hotel X-Ray et aussi Victor Zulu 152. Donc ça, vous pouvez le voir, mais aussi celui qui est un peu plus connu, c'est le JDU, piloté par monsieur Patrice Fioconi, donc photo aussi que j'ai pris à Melun-Villaroche l'année dernière. C'est un De Havilland FB6 et son immatriculation est Foxtrot Alpha Zulu 2 fois Oscar. Alors, mes sources: Aéroprofil, Mira, Netmarine, traditionnaire.fr, le service historique de l'armée de l'air, service historique de la défense / armée de l'air, pardon. Ensuite, Jacques Davy, Patrick Gobert, Pascal Lamouré, Jacques Moulin, paix à son âme, pour les photos. Le CPAD pour certaines vidéos, Trait d'Union, Vampire et Alors, Trait d'Union, c'est une association avec qui sort des revues qui sont très très bien, fait par des gens très très professionnels. Je tire mon chapeau à l'association Trait d'Union. Et puis 2 livres qui sont magnifiques, Vampire et Mistral français, tome 1 et tome 2. Alors c'est des gens qui font partie entre autres de l'association Trait d'Union qui ont écrit ces 2 magnifiques livres. Et puis vous avez les escadres de l'armée de l'air, sont très intéressantes pour vous faire une petite idée de quel matériel utiliser l'escadre de l'armée de l'air après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Alors, je souhaite vous remercier de votre attention et je vous dis à très bientôt
pour de nouvelles aventures aéronautiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des avions que vous aimeriez que je parle. Et je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'être toujours présent dans toutes mes vidéos et en particulier celle du MiG-21, car même si j'étais malade pendant la vidéo, elle est une vidéo record, en tout cas pour moi. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt les amis, au revoir.